Donc maintenant, on va terminer la troisième partie de la théorie sur les domaines et les trusts, les domaines trust, les DT. On va voir en fait comment parfois la compromission d'un trust, si on arrive à bidouiller au niveau du trust, c'est la compromission totale du domaine et même de la forêt. Donc je vous ai parlé de Bloodhound, je vous avais fait plein de vidéos, pareil, vous allez dans la loupe, vous recherchez, pas sur la barre de recherche, je répète, YouTube, vous allez sur ma chaîne et vous allez dans les différents onglets, le dernier onglet, tout à droite, vous avez une loupe et dans cette loupe, ça recherche que sur ma chaîne, d'accord, pas sur l'ensemble du YouTube game. Donc Bloodhound, je vous avais fait des vidéos, je vous avais dit, je vous en ai parlé en préambule, là on va refaire de la théorie, revoir les bases, mais ça permet d'automatiser et comprendre le principe de droit et d'accès et pour mapper nos chemins d'attaque. Alors la théorie des graphes, c'est utilisé par Bloodhound, ça va nous permettre de révéler parfois des chemins d'escalade qui sont pas prévus ou auxquels on n'aurait pas pensé ou qui sont tout simplement cachés parce que trop complexes. D'accord? Donc c'est parfait pour l'Active Directory. On a une composante qui s'appelle Sharphound qui est en C#, qui est l'agent qui va être déployé sur le réseau. Il va venir sniffer, récupérer, extraire et on va intégrer ça ensuite dans Bloodhound pour tirer les graphes. D'accord? Donc ça permet de gagner beaucoup de temps, c'est un des meilleurs outils au monde et ça permet d'identifier des chemins d'escalade extrêmement complexes et qui auraient été difficiles d'identifier autrement ou simplement ou facilement, d'accord? Ça nous aurait pris beaucoup de temps, d'accord? Puisque dans un réseau d'entreprise, sans automatisation, sans justement théorie des graphes, vous ne pouvez pas, comme en OSINT, vous ne pouvez pas, donner du sens à la complexité des informations. D'accord? Quand vous traitez du big data, et là c'est du big data. Dans les grosses entreprises, c'est du très big data. Ça peut être des gigas et des gigas et des gigas de données. Donc Bloodhound, ça va nous permettre d'identifier, d'éliminer certains chemins d'attaque. D'accord? Comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser naturellement en bleu pour comprendre quelles sont les relations au niveau des privilèges et comment un attaquant pourrait suivre certains chemins d'attaque, d'accord, et voir si le durcissement est maximal, si vos comptes sont bien configurés. Et pour la Red Team, ça va permettre justement de trouver le chemin inverse pour attaquer. Donc il y en a qui défendent, il y en a qui attaquent, mais les deux doivent comprendre les relations au niveau de l'Active Directory. Alors, je vais aller vite parce que je vous l'avais déjà expliqué, mais en gros, c'est une explication, c'est du JavaScript avec une surcouche Neo4j qui est une base de données que vous allez retrouver souvent, surtout quand on parle de graphes. Donc c'est utilisé en journalisme, Neo4j aussi. Je crois que c'était pourquoi pour c'était quand Zelensky avait quand certains hommes politiques avaient été entachés par les Panama Papers, Panama Papers, je crois que les journalistes avaient fait une base de données Neo4j. Il y avait le nom de Zelensky qui sortait d'ailleurs. Intéressant. Mais les gens ont déjà oublié, d'accord? Poutine, c'est un pourri. Zelensky, c'est quelqu'un de bien. J'adore. Les deux, ils sont pourris. Donc, Node. Au niveau des objets Active Directory, on a typiquement donc des nœuds, c'est-à-dire des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, des domaines, des unités organisationnelles et des GPO associés, d'accord? Ensuite, on parle de edges. Les edges, c'est la relation directionnelle entre deux objets au sein de l'Active Directory. Et si on a ces edges et ces nodes, on a également des passes, le chemin. Donc les edges nous permettent, grâce à ces relations, de comprendre l'attaque passe, le chemin d'attaque. On va connecter, connecting the dots, comme on dit en anglais, on va connecter les points, puisque c'est le principe de la théorie des graphes. Et en fonction de ça, on va comprendre comment on peut gagner accès en suivant un certain nœud et un certain chemin qui sera, tout ça, mon chemin d'attaque, l'attaque passe. Alors Bloodhound, donc on a Bloodhound Tools pour créer une démo, une base de données démo. Vous avez Neo4j, une image Docker qui peut faire tourner le truc. Et quand on parle de Bloodhound, on parle des binaires qui sont précompilés en fonction des besoins que vous avez. Vous avez tout sur mon repo. Vous tapez Bloodhound AD et vous avez les deux. Donc voilà, sinon vous faites une recherche sur GitHub comme des grands.
Donc on démarre l'instance Neo4j, puisqu'il va falloir la configurer. On va créer éventuellement une base de données de test qui va être auto-générée. Donc ça vous simplifie, ça vous évite de monter la base de données. Et ensuite, on va demander, je vous avais fait une vidéo quand je vous montre comment installer Bloodhound même. On va charger, là en l'occurrence, notre els.local. Ça va être le domaine sur lequel on travaille. On avait vu els child, là c'est els local. Ensuite, ces nœuds, donc, ils vont pouvoir être requêtés. On a une barre de recherche qui te dit start typing for search for a node. Et ben, justement, ces nœuds, ça, c'est des objets Active Directory. On va aller rechercher des objets Active Directory. D'accord? Puisque tout est objet. On voit des chemins. Donc, il y a vraiment cette représentation graphique avec un nœud de début, un nœud de fin. D'accord? Et ensuite, le chemin d'escalade qui va pouvoir éventuellement être utilisé. Là, en l'occurrence, on voit le membre qui fait partie du groupe IT00496. Le groupe, il a les privilèges d'ICOM. Et grâce à ça, on voit quoi? On voit qu'on arrive à atteindre comme P00294. Le hash session, ça veut dire que le DA, il est logué sur la fameuse machine comp 00294. Donc, ça veut dire pour nous qu'on a la possibilité d'extraire les mots de passe de cet utilisateur, d'accord? Et on termine DA. Donc c'est fini, game over, d'accord? Donc ça nous montre le chemin le plus court ou pas, ça va dépendre de ce qu'on lui demande. Et là, je vous redirige vers les vidéos que j'ai faites pour comprendre l'utilisation de l'outil. Encore une fois, là, on fait de la théorie. Donc, je vous en avais déjà parlé, mais on a des pre-built analytical queries, c'est-à-dire qu'on a des requêtes qui sont déjà pré-formatées pour vous faire gagner du temps. Vous les avez là sous les yeux et ça va nous permettre de récupérer, faire du recueil d'informations et de connaître les chemins d'attaque dits communs. Et puis ensuite, on peut tout à fait faire nos propres requêtes. On a un fichier JSON qu'on peut modifier qui s'appelle Custom Queries, comme son nom l'indique, au sein de la configuration de Bloodhound. Je vous redirige vers l'arborescence où vous l'avez installé et vous allez retrouver ce fichier. Ensuite, les Cypher Queries. Alors, comme le Cypher, déjà, c'est quoi? C'est un système de requêtes structurées des graphes. C'est ce qu'on appelle de façon déclarative. Déclarative, graph, query language. D'accord? Donc, le but, c'est d'être, on parle expressive, donc simple et expressive, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça va permettre d'exprimer des requêtes parfois compliquées, mais d'une façon simple. D'accord? Nœud, edge, nœud. C'est généralement comme ça que ça se compose. Et l'edge, on le disait, c'est le type de relation qui permet la connexion entre deux nœuds. D'accord? Donc, encore une fois, pour nos Cypher Queries, il faut mettre en place la base Neo4j et après, on a le browser Neo4j qui va nous permettre de visualiser tout ça. D'accord? Donc, vous avez bien compris que Bloodhound tout seul ne fonctionne pas. C'est grâce aux Cypher Queries, c'est grâce à Neo4j, à la base de données Neo4j et également au browser qui permet de visualiser la base de données puisqu'on parle de graphes. Donc, Bloodhound, si on reprend un exemple, je vous en mets un là. On a des requêtes similaires, sauf que là c'est spécifique à Bloodhound, d'accord? Mais ça, on parle toujours de nos nodes, de nos edge et de nos passes. Le chemin entre un utilisateur et un domaine, là un domaine admin, un groupe domaine admin, pardon, même, là il est visualisé, d'accord? Donc on voit la requête qui est faite et on voit les relations. Et c'est extrêmement puissant, d'accord? C'est pour ça que c'est utilisé en OSINT, c'est pour ça que c'est utilisé dans le renseignement, c'est pour ça que c'est utilisé quand vous faites de la recherche fondamentale, dans pas mal de sciences. La théorie des graphes, c'est extrêmement puissant, d'accord? C'est très utile, surtout pour visualiser en fait. Et visualiser une base de données, c'est bien plus intéressant qu'avoir une base de données. Et finalement, je sais que j'ai plein de données là-dedans, mais j'arrive pas à comprendre les interactions entre les éléments, d'accord? Donc voilà, là ça sera, comme Maltego, ça sera beaucoup plus parlant. Donc on voit un match, on voit la requête imbriquée en haut, et vous voyez que ça a une certaine logique et une certaine syntaxe, d'accord? Donc voilà, avec Neo4j, quelques requêtes que vous pouvez faire. Return, donc retourner les noms des unités organisationnelles, les groupes de noms, des DA, d'accord, des SPN, si tu dois rechercher un mot en particulier, un mot-clé, un keyword, si tu dois rechercher tous les ordinateurs qui contiennent DC, et puis pareil, certains utilisateurs qui appartiennent à un groupe, là en l'occurrence admin, avec un degré de relation de 2.
D'accord, on parle en degrés de relation de 2, comme je t'avais dit, on est à 3 poignées de main dans le renseignement, la NSA, la CIA, pour te retrouver. D'accord, je vais m'intéresser à toi, à tes amis, à ta famille. Donc voilà, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. D'accord. Alors, pareil. Hein, je vous mettrai tout, vous mettez sur pause, je vais pas tout vous lire. Je pense que à ce niveau-là de compréhension de l'informatique, je pense que vous savez lire tout seul. Et moi, ça me repose. D'accord. Donc voilà, hein, il va falloir apprendre à faire ces requêtes. Donc là, on voit une requête un peu plus complexe sur le top 10 user, hein, avec un dérivative local admin. Je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Pareil, les liens de parenté, avec le chemin vers un DA. D'accord. Donc on voit qu'il y a vraiment une syntaxe, hein, qu'il faut apprendre, un peu comme le SQL. Ok, donc je vois que c'est quand même, tu vois, ça ressemble pas à du SQL. D'accord. Donc il va falloir apprendre le cipher. Hein, si tu veux être à l'aise avec Bloodhound, bosser un très haut niveau, il va falloir encore se coller un nouveau langage de requête de base de données. D'accord. Mais là, on parle en graphe. Donc c'est pas du SQL. Hein, c'est pas du NoSQL. C'est encore un autre truc, hein, comme GraphSQL ou d'autres. T'as des bases de données orientées objets, structurées ou non structurées, et t'as des bases orientées graphes. Après, je suis pas expert, hein, tir à creuser, comme d'habitude. Donc, Bloodhound, si tu as besoin de faire tes requêtes custo, je te le disais, en fonction de ton architecture, nous, généralement, on sera sous Unix, donc ça sera du Nix, d'accord. Donc, c'est dans .config, donc ça veut dire que c'est un dossier caché. Et on a Bloodhound, custom queries.json. Si tu bosses sur Windows, t'es masochiste, tu peux le faire. Si t'es encore plus masochiste et tu bosses sous Mac OS X, tu peux le faire. D'accord? Voilà quelques ressources. Si jamais tu les trouves plus, eh ben, ça a disparu de GitHub. Et si tu trouves pas le site web, Wayback Machine, tu rentres le site dans la Wayback Machine et tu retrouves le lien. Si jamais, depuis 2 ans, il a disparu, puisque la documentation que je te donne là, elle date de 2020. Ça va nous permettre de comprendre les échanges au sein de l'organisation, de l'entreprise, de sa structure, comment ils communiquent. Hein. Très souvent, je t'ai parlé de Outlook, je t'ai parlé des serveurs Exchange. Il y a des emails, tu as des contacts, tu envoies des mails à des gens, d'accord. Et tu as forcément des champs associés à ces contacts et des composants, ce qu'on appelle des composants, des components. Hein. Component en anglais. Donc, on voit comment s'agrège aussi, hein, se structure cette partie-là au sein de l'Active Directory, puisque la messagerie, ça peut être super intéressant. D'accord. Si tu arrives à compromettre un serveur de messagerie, tu peux commencer à spoofer les mails de personnes importantes, et puis tu peux récupérer naturellement tout ce qu'il y a. D'accord. Donc les red teamers vont s'intéresser naturellement à Outlook et au serveur Exchange, d'accord, pour comprendre et puis pour continuer avec une campagne en interne de whaling, de spearfishing, voilà, hein, de empoisonnement du point d'eau. On peut faire plein de types d'attaques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous en avais déjà parlé. D'accord. Donc, je veux comprendre les contacts et ce qu'on appelle le partner organization, c'est-à-dire, je vais identifier les domaines de l'organisation qui sont associés avec telle ou telle adresse mail. Aussi simple que ça. Alors, on peut utiliser contact, hein, qui est une composante d'ailleurs. On a un module PowerShell pour ça. On va faire un get add object filter. L'object là, c'est contact. Alors EQ, hein, rappelez-vous, hein, ça veut dire equal, égal. Et le prop, on lui cale un wildcard. Donc encore une fois, ça va prendre du temps. C'est la phase la plus chiante, mais c'est la phase la plus critique. Reconnaissance, énumération. D'accord? Mais ça va payer. Ça va payer. Pourquoi? Parce que je te dis toujours que dans une menace persistante avancée, tu peux passer 6 mois. 6 mois à préparer ton engagement et après rester résident plus de 6 mois à 1 an au sein de l'exploitation, de l'infrastructure de la cible pour voir comment elle opère de l'intérieur. D'accord? Et une fois qu'on a compris en fait le fonctionnement de l'ensemble des systèmes, des différents comptes, des différents groupes, là on commence à la phase d'exploitation. On était résident, on était permanent, on était en stase, et là on va lancer la MPA. À proprement dit, on va passer à l'exploitation et à la post-exploitation. Et puis pour rester résident dans un système, il faut de la persistance. Donc les ACL. Les ACL, encore une fois, on va essayer de trouver des défauts de configuration au niveau des objets. Chaque objet a quoi? Des droits d'accès. Hein, c'est ce qui permet de faire fonctionner cette structure, hein, via le domaine, via le contrôleur de domaine. Et tout ça est régi par les ACL. D'accord?
Donc pareil, très souvent, malheureusement, tu as ce qu'on appelle des third party, hein, c'est-à-dire tu as des outils tiers qui demandent beaucoup de droits, d'accord? Alors qu'ils en ont pas besoin. Hein. Toi, pareil, je te dis toujours, tu installes plein de programmes sur ton Windows, bah, tous ces programmes, ils ont été codés, c'est de la merde, et bah, ça va être des portes dérobées pour un attaquant pour pirater encore plus facilement ta machine. Via notamment, un truc très simple, mais le uncoded path, d'accord? Chemin sans guillemets, bah voilà, on va pouvoir faire des attaques que je t'avais déjà montré, ça va nous permettre de faire des escalades de privilèges. Et si vous saviez le nombre de logiciels, on dirait qu'ils le font exprès, en uncoded path, où on va pouvoir faire une attaque. Pareil, je te redirige vers les 150-200 vidéos que je t'ai faites sur l'Active Directory où je te montre que bah, ces problèmes de configuration, ça peut être très grave, d'accord? Ça peut être, ouais, ok, sur des machines, ça va permettre de la persistance, mais ça peut permettre aussi d'ajouter un nouvel utilisateur, hein, ODA, au domaine admin, et là, bah, encore plus de persistance, d'accord? Et je t'avais expliqué que les ACL, elles peuvent être très difficiles à auditer, tout simplement à cause du nombre effarant de données qui est retourné au sein de l'Active Directory. Hein, 12 machines dans l'AD, ça va. Hein. Quand tu es dans une multinationale, tu as 15 contrôleurs de domaine plus 15 contrôleurs de backup, tu as 30 contrôleurs de domaine, d'accord? Tu as 18, 25, 125 pays dans lesquels travaille l'entreprise. Là, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Là, franchement, bah voilà. Et je redirige vers mon expression, vous le savez. Le colosse au pied d'argile. D'accord? Plus t'es puissant, plus finalement on arrivera à te péter parce que justement il y a une surface d'attaque qui est tellement conséquente que ça va être très dur. Il faut vraiment avoir une bonne politique en entreprise, des bons process, sinon tu te feras violer. Et quand je dis viol, c'est violation d'intégrité. Donc pareil, les ACL, on va en abuser. Bien sûr, il faudra des droits, plus de droits, moins de droits. Hein, mais ça va permettre la post-exploit aussi. Hein. Je vous avais parlé de l'attaque de desync. On va répliquer tous les hash à partir d'un DC. Hein, ça va nous permettre de commencer, de continuer notre post-exploitation. Pareil, si l'utilisateur il a des droits sur la GPO, je peux gagner des droits administratif sur n'importe quelle machine, hein, si la GPO est appliquée à cette machine, c'est ce que je te disais en préambule, et du coup, ça nous permet des chemins d'escalade de différentes façons. On peut pousser une tâche planifiée, d'accord, qui va exécuter un reverse shell, par exemple, et on peut lui demander de se détruire, hein, automatiquement, d'accord. Il paraîtrait une fonction dans PowerView qui permet de faire ça. D'accord? Donc là, encore une fois, hein, les débutants vont créer de la persistance, les experts, les vrais red teamers, ce que je ne suis pas, vont créer de la persistance, mais même si tu analyses, en fait, je vais te remettre tes anciens mots de passe et tout, tu vas même pas te rendre compte que tu t'es fait pirater, en fait. On va créer de la persistance, mais qui va s'auto-détruire par elle-même. Ça me permet des gains d'accès, mais si tu cherches, tu vas pas trouver. Et ça devient très compliqué, hein, un très haut niveau, voilà. Hein, c'est ce que font les MPA quand on fait de la cyberguerre. Donc énumérer les ACL, hein, pour un utilisateur, je vais vous donner encore des commandes, hein, et puis on va s'intéresser au GUID. Hein. Donc vous vous rappelez UUID et GUUID. GUID, pardon, je fatigue. Si on doit parler des ACR, pareil, on peut backdoorer une ACL, d'accord? Là, écoute, hein, Sam account name 1. Ah, d'accord. A le droit de quoi? De réinitialiser le mot de passe pour Sam account name 2. D'accord. Persistance en utilisant élévation de privilège. Admin SD holder, je vous avais montré comment installer et implanter une porte dérobée via le SD holder. Persistance, ouais, élévation de privilège. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, je vous avais déjà tout expliqué. Auditer les droits au sein de l'admin SD holder, hein, on peut commencer à chercher avec cette commande. Pareil, si je dois implanter une backdoor via le DC sync, là, qu'est-ce qu'on a? Sam account name 1 a le droit de répliquer tous les hash à partir du DC. Sam account name 1 peut être un utilisateur qui n'est pas privilégié. Pas grave. Attaque de desync. Allez, c'est reparti. Persistance, élévation de privilège. Merci, au revoir. Droit desync, je vais vite parce que vous mettrez pause. GPO, d'accord, je veux connaître les permissions, je veux auditer les permissions en red ou en blue, donc en bleu et en rouge. Les droits ACL non standard, d'accord. Est-ce que je peux scanner? Ouais, ACL scanner, vas-y lance, on va l'invoquer.
D'accord? Pareil, au niveau des attributs, est-ce qu'il n'y a pas des données sensibles? Donc je vous avais dit, parfois les administrateurs peuvent faire des petites bêtises, comme quoi? Parfois les mots de passe ils sont stockés dans les attributs de l'utilisateur, d'accord? Donc ça va être une mine d'or pour nous, puisqu'on cherche quoi? Des mots de passe par défaut, des mots de passe avec une politique de complexité faible, tout ça. Hein, on va chercher tous les champs sur les comptes et voir même les attributs dits étendus, hein, extension attribute, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc toutes les données, mais pensez aussi aux métadonnées, d'accord? Le principe de métadonnées, parfois les métadonnées sont bien plus puissantes. Donc pareil, hein, on va récupérer toutes les informations sensibles au sein de l'Active Directory. Et si l'administrateur fait ça à la va-vite et il n'a pas réalisé que certains attributs permettent parfois de récupérer des données parce que éventuellement il y a des utilisateurs authentifiés qui ont les droits de les lire, on va jouer là-dessus pour encore une fois déterminer nos chemins d'escalade et évoluer au sein du système. Mouvement latéral. Alors on a des attributs aussi confidentiels. Hein, et là, c'est que les DA qui peuvent les voir, d'accord? Je t'ai parlé de l'apps, des post-forward lapses, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, qui sont stockés par défaut. Mais on a quoi? J'ai des clés BitLocker. Je vais pouvoir déchiffrer tes disques durs qui sont chiffrés. Intéressant, intéressant. J'ai les droits quoi? J'ai les droits. Je t'avais dit quoi? VMware? Je t'avais dit que les administrateurs virtualisation, ils ont pas mal de droits, que c'est un maître de choix. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre en pause une machine. D'accord? Je la mettre en pause et puis après on va faire un dump mémoire, d'accord? De l'image de VMware ou de VirtualBox et je t'avais montré comment on peut extraire les clés de chiffrement à partir de la mémoire, de ta RAM, faire du cold boot, mais pas. Je peux faire aussi si c'est cold au démarrage, je peux le faire en warm boot. D'accord? Et je t'avais montré qu'à un certain niveau, il y a des gens, il paraîtrait, ils s'en foutent de BitLocker. Pour eux, ça les fait rigoler. Mais c'est des gens, t'as bien compris, à un très haut niveau, ils travaillent pour l'État, et c'est pas des gens comme moi, quoi. C'est des gens qui ont certaines capacités. L'Active Directory, je t'avais parlé de Samantha Rivers, peut-être que le DA, il a sauvegardé le mot de passe de ma belle Samantha dans la description au niveau de l'attribut utilisateur. D'accord? Donc si je peux le lire, peut-être je peux récupérer ceux qui sont non privilégiés. Tu vois, donc encore une fois, je vais jouer là-dessus. D'accord? J'ai les droits, je vais m'intéresser aux groupes non privilégiés. Les groupes non privilégiés, je vais voir ce qu'ils peuvent faire eux. En fait, c'est un va-et-vient, je te dis toujours, entre bas privilège, haut privilège. On va jouer là-dessus, c'est toutes les bases, en fait, du pivot, du mouvement latéral, pour avoir enfin notre privesque. Je vous avais mis des petits diagrammes dans la précédente vidéo. C'est un escalier. On va monter cet escalier pour arriver tout en haut. Et je t'avais montré, tu t'achètes une Lamborghini, tu manges des spaghetti meatballs, et puis t'as une petite couronne parce que t'as un Black Hat top elite Axor. Je plaisante. Donc, user attribute, sensitive data, ouais, tu vois, pas de chance. Get à des users, Samantha Rivers. Merde. Select description, tu vois, dans la description, merde, d'accord? Donc tu peux le faire en ligne de commande, comme tu peux le faire via la GUI, et aller directement au sein de l'Active Directory. Je t'ai dit que c'était un annuaire, tu peux aller voir les objets et tu peux jouer là-dessus. Mais ça, je te redirige vers les vidéos que j'avais déjà faites. Donc là, on voit que un module PowerShell, bim, notre fameux domaine ELS, et pas de chance, Jeremy Clarkson, visiblement, il arrive à lire le mot de passe de la belle Samantha Rivers. Alors, il y a des propriétés que vous devez retenir sur les objets. Objet utilisateur, là en l'occurrence, c'est le last login date, le password last set et l'admin count. Donc rappelez-vous, c'est du camel case. C'est-à-dire que quand je te dis admin count, le A est en majuscule, le C est en majuscule. D'accord? Et je t'avais dit que l'admin count, s'il est défini sur 1, il y a de fortes chances que l'utilisateur soit membre des DA. C'est pour ça qu'on avait fait une requête DA ou un autre groupe privilégié, d'accord? Parce que le processus qui tourne toutes les 60 minutes, 60 secondes, pour protéger en fait les groupes privilégiés au sein de l'Active Directory, il les stampe. Il y a en fait un attribut, admin count, et à chaque fois, toutes les 60 minutes, bim, il le passe à admin count égale 1. D'accord? C'est comme un compteur, si tu veux. Donc pareil, faut bien comprendre les propriétés des utilisateurs, objets utilisateurs et objets ordinateurs. D'accord? Au sein de l'AD.
D'accord? C'est ça qui va me permettre. Et puis, parfois, bah, je vais me tromper, je peux avoir des faux positifs. D'accord? Mais, hein, je t'avais dit, seed history, c'est encore une propriété qui est intéressante puisqu'on a le SID history, son attribut qui contient le SID d'un autre utilisateur et qui peut fournir le même niveau d'accès qu'un autre utilisateur. D'accord? Techniquement, si tu as compris ce que je viens de te dire, on est en train de cloner les permissions d'un utilisateur. Ni plus ni moins. Alors, pourquoi on fait ça? Bah, tout simplement parce que si on trouve un compte utilisateur, hein, qui a quoi? Le seed history d'un autre utilisateur, ça va être des capacités intéressantes pour quelqu'un qui fait de l'offensif. Et pourquoi? Bah, en termes de droit, d'accord? Et ça va être un mais de choix. Il faut cibler, encore une fois, ça devient des HTV, hein, High Value Target, HVT. Pardon, je suis dyslexique. Donc, Custom Attributes, pareil, hein, on a parfois des attributs dits personnalisés et on peut récupérer également des informations. D'accord? Donc ça dépend des entreprises, mais il se peut que vous pourriez récupérer de la donnée, notamment le Service Principal Name, d'accord? Qui veut dire par exemple que l'utilisateur est un Kerberos Service Account. Ah, grâce au SPN, je peux savoir si c'est un compte de service Kerberos, d'accord? Ou pas. D'accord? Si tu n'utilises pas Kerberos, tu utilises peut-être NTLM, etc., etc., etc. D'accord? Donc pareil, je vous montre des attributs qu'il faudra chercher. Pareil, faire une recherche, admin count, ou sur le SPN, hein, via LDAP, toujours. On va les recruter, merci annuaire, LDAP il est là, il te dit, ah ouais, pas de problème, je vais te rendre service, t'inquiète, je suis un annuaire, je suis super cool. D'accord? Pareil. Et ça s'applique aussi, si ça s'applique aux utilisateurs, ça s'applique également aux objets. Ordinateur, computer object, d'accord? D'autres attributs, d'accord? Par contre, attention, compte ordinateur, c'est un peu spécifique, donc ça va pas, vous n'allez pas avoir la même vue que sur des comptes utilisateurs, d'accord? Mais ça me permet quand même d'identifier des ordinateurs sans avoir à lancer un seul paquet réseau. C'est ce que je vous disais en préambule. Identifier des contrôleurs de domaine, d'accord? Et là, on lui dit, bah écoute, le DC, à mon avis, il a un primary group ID de 516. Et tu regardes, ah ouais, bien sûr, ouais, 516. Regarde, lab, DC01, tout en haut, c'est le contrôleur de domaine. Ok? Et en effet, en primary group, il est en 516. D'accord? Et je le SAM account name et j'ai son seed. D'accord? Donc, pareil, information très pertinente avec le distinguished name, les DNS, le nom et la classe. Hein, on voit que là, en classe objet, c'est quoi? Bah, c'est un objet de classe ordinateur. Ben oui, c'est tous des ordinateurs. D'accord? Et on voit du Exchange, on voit du MS SQL, notre WSS, tout ça. Identifier les ordinateurs en fonction de l'OS, bah écoute, 6.3, build 9600. Et là, il dit, ah ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est un Windows 8.1 ou autre chose, on s'en fout. Hein, Windows Server 2012 ou 2016, etc. MSQL, via le SPN, pareil, un peu de reco. Donc le last login date, hein, pareil, c'est un attribut, je t'avais dit, hein, qui détermine en fait si l'ordinateur, la dernière fois que l'ordinateur a redémarré, d'accord? Donc si tu récupères une liste d'ordinateurs, tu sais quand est-ce qu'ils ont redémarré, d'accord? Et puis avec le password last set, ça te permet de déterminer s'ils sont toujours actifs sur le réseau, d'accord? Ce que je veux dire par là, un ordinateur qui n'a pas mis à jour cet attribut, password last set, depuis 60 jours. Hein, tu sais, avec ton expérience, que généralement, les ordinateurs dans Windows, ils mettent à jour ça, toutes les 30 jours, d'accord? Généralement, par défaut, on te demande, si tu as appliqué une GPO, de changer ce mot de passe, d'accord? S'il est à 60, peut-être, ça veut dire que, tout simplement, l'ordinateur n'est pas sur le réseau, d'accord? Donc tu vois, ça te permet de déterminer en fait, hein, qu'est-ce qui est dans le trust domain, qu'est-ce qui n'est pas, et puis après au sein de la forêt, les apps, ceci, cela, hein, les utilisateurs, les ordinateurs, tout ça, l'Active Directory, le contrôleur de domaine, tu vois, la réplication, hein, tout ça c'est important. Pareil, d'accord? Si on détermine l'intervalle de temps, ce qu'on appelle la time frame, hein, et si je vois que le last login data c'est 6 mois, 8 mois, je peux me poser la question, mais je peux peut-être en conclure que le système, en fait, il n'a pas été patché depuis un sacré bout de temps.
D'accord? Puisque vous, votre ordinateur, vous le redémarrez peut-être tous les 10 jours, les 2 semaines, peut-être tous les 3 jours, peut-être tous les soirs, vous l'atteignez. Un serveur, c'est fait pour tourner. Hein, c'est un uptime, c'est fait pour tourner des années, même sans s'arrêter. Si on pense à Linux, enfin, il y a des Windows serveurs qui tiennent aussi des années sans redémarrer. Hein, mais généralement, il y a quand même une politique. Je vous ai dit qu'on redémarre plus souvent un serveur Windows qu'on redémarre des serveurs Linux, hein, parce qu'on a des serveurs Linux qui sont up depuis 10 ans. Donc voilà. Pareil hein, pour Linux, les stockages de fichiers, storage device, regardez l'operating system, c'est pareil un autre attribut, ça nous permet de savoir s'il fait partie du réseau, en tout cas du réseau ciblé par l'attaquant. Donc je vous parlais des services au sein de l'entreprise via Kerberos, ce qu'on appelle le Kerberos Enterprise Services. Au niveau des ordinateurs, grâce au SPN, je peux récupérer de l'information. On a le Trust Delegation, Trust for Delegation, pardon, et le Trusted to Auth for Delegation, deux attributs qui sont liés directement à la délégation Kerberos et qui vont vous fournir également des informations super utiles. D'accord? Grâce à ça, on va pouvoir attaquer l'Active Directory, comprendre, encore une fois, nos chemins d'escalade, nos chemins d'attaque. Ensuite, les objets supprimés au sein de l'AD. Il faut comprendre que quand un admin supprime un objet dans l'AD, en fait, il n'est pas supprimé. Il est juste caché, camouflé. D'accord? Mais la donnée, elle est toujours là. Donc, on peut chercher un flag qui s'appelle isDeleted, donc qui est supprimé littéralement, et ça va permettre de chercher tous les objets et récupérer les informations. En tout cas, essayer de faire un lookup et une table de correspondance et voir ces fameux objets, d'accord? Il pourrait y avoir également de l'information là-dedans, d'accord? Mais il faut que vous soyez là pour pouvoir faire ça. Donc, il faut être local admin au niveau de nos privilèges. Alors, par exemple, on revient sur mon domaine ELS et grâce à ça, on va utiliser le Display Deleted AD Object, c'est un module et je te rassure, il faut quand même élévation de privilèges et au sein de mon domaine ELS, je peux éventuellement rechercher tous ces objets. Et là, on voit le nom canonique, le CN, le fameux CN, on a notre ami exorciste et quand est-ce que ça a été créé, le timestamp, deleted, tu vois qu'ils sont tous sur true, donc ils ont été supprimés, mais je récupère quand même le distinguished name, je récupère le nom canonique. Alors, au niveau de la gestion des mots de passe au sein du domaine, il y a des politiques, d'accord, et je peux aller requêter en faisant mon AD default domain password policy. Alors, si tu vois minimum password length 7, d'accord? D'accord? Donc c'est pareil, tu vas noter tout ça, ça va servir pour ton client. Et puis, ok, tu vois, j'ai eu mon gain d'accès initial, mon initial foothold, initial compromise. Après, je fais de la post-exploitation. J'essaie de pivoter, mouvement latéral, mais pour pouvoir le faire et trouver mes chemins d'attaque, d'escalade, reconnaissance et énumération. D'accord, je répète, mais pour que ça rentre bien. Tu vois, c'est une grande phase d'intel gathering. Alors, l'AppLocker, il y a des modes. Il y a des règles, d'accord? On a Device Guard, on a Defender, mais Defender peut-être il a des exclusions. Et je te le dis, va dans Defender, ton Windows, parce que même si tu as un antivirus installé, il y a Windows Defender qui se désactive jamais vraiment, c'est la beauté de la chose. Et tu verras qu'il y a plein d'exclusions en fait. Il y a plein de de lolbin, de lolbase, de fichiers, de programmes au sein de Windows qui ont des exclusions. Parce que ça pourrait entraîner un dysfonctionnement du système d'exploitation. Donc, si j'arrive à attaquer les binaires, les DLL, qui sont dans ces exclusions, ça y est, c'est open bar. Ça veut dire que je contourne quoi? Peut-être la randomisation des adresses mémoire, la SLR, d'accord? Je peux peut-être contourner les MET. EMET, je peux peut-être contourner AppLocker, je peux peut-être contourner Device Guard. Il y a Sysmon qui tourne, il y a une configuration au sein de Sysmon, il y a la suite sysinternal, je peux faire des attaques living off the land, d'accord? Je peux pousser des événements, redirection. Il y a plein de choses, d'accord? Après un gain d'accès initial, voilà ce que va faire un red teamer pour essayer d'évoluer. Et je vous mettrai un petit repo de Dark Operator qui vous donne quelques petites techniques, des petites ressources pareilles pour aller creuser.
Donc, ce que je te disais au début de ces vidéos, c'est la troisième. Tu peux récupérer un paquet d'informations au sein de l'AD après ton gain d'accès initial. Et c'est important de le faire à travers le prisme de lecture, de vision, la grille de lecture d'un utilisateur qui n'a pas de privilège. Et après, bien sûr, tu vas le faire avec un compte à haut privilège. Mais c'est crucial pour comprendre en fait les règles de sécurité qui ont été mises en place par ton client. Et c'est ça, tu vas après dans ton rapport lui dire, écoute, voilà, on a trouvé des défauts et voilà comment on a pu exploiter ces défauts pour escalader nos privilèges et compromettre le... Donc pareil, hein, vous connaissez GitHub, vous connaissez les GIST, vous pouvez vous laisser des commandes, dépenses bêtes, hein, c'est ce qu'il faudra faire, créez-vous un putain de repo et faites comme moi, il n'y a pas de secret, hein, de toute façon, vous avez vu, vous stockez des outils, vous stockez vos GIST, vous allez voir les GIST des autres, et c'est comme ça, hein, là je vais vous mettre des GIST de Amjoy, voilà. Voilà. Des fois, il y a des trucs qui ont disparu. Il faudra aller chercher dans la Wayback Machine ou dans les tréfonds de GitHub. D'accord. Et voilà, GitHub et les GIST. Hein, c'est vraiment les trois trucs qu'il faut creuser. Il faut aller voir ce que font les autres. Je vous ai dit, inspirez-vous des meilleurs pour ensuite, après, faire à votre sauce. Je vous ai expliqué 3 niveaux de lecture, 3 niveaux de compréhension. D'accord. Et là, le plus bas niveau, bien sûr, c'est de la compréhension, mais c'est aussi de la technique. Ça va être à vous de bosser tactique, technique, procédure, mode opératoire d'attaque. Alors, on a AD Enumerator, on a Feverview, qui est une version en Python, on a WinDAP Search, on a Hunter, d'accord. Pareil, je vous mettrai les outils parce que je suis bien gentil et je vous laisserai aller creuser. Hein. Sinon, pareil, on va en parler pendant des heures. On a Clustered, on a Eyewitness, on a le Scan and Map HTTP Enum, on a HTTP Version. Pareil, on va essayer de mapper au niveau des serveurs applicatifs, hein, la surface d'attaque. On a des auxiliaires dans Metasploit, on a des auxiliaires dans Nmap, on a les 2 autres outils que je viens de vous citer. Mais c'est vraiment important d'avoir cette vision. Je vous ai dit serveur de messagerie, ok, contrôleur de domaine, les objets, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des applications web, d'accord. Il y a des serveurs de VS. Donc, pareil, hein, il faudra penser à ça. Et puis, des applications web aussi qui tournent sur ces serveurs web. Donc, il y a un back-end, il y a aussi une base de données, d'accord? Et ça peut vous fournir un point d'entrée dans le système, d'accord? Et parfois, le système est super bien configuré, mais ça fait tourner une application qui est complètement pétée, d'accord? Donc, tu vas exploiter quoi? Une application web. Donc, tu as compris qu'en fait, tu peux pas faire que du pentest AD. Il faut aussi apprendre le pentest d'application web. Ah, ça devient compliqué. Je te le dis, ouais, c'est pour ça que, tu vois, c'est compliqué, très compliqué, très compliqué. Donc, Get Browser Data PS1, pareil, on a un script qui va permettre d'identifier les sites en interne au niveau des applications. On a Session Gopher qui va nous permettre d'identifier tout ce qui est système Unix, parce que je t'avais dit que, ok, c'est un système Unix, mais grâce à Samba, on va pouvoir utiliser le protocole SMP, en tout cas une certaine forme d'implémentation pour quoi? Connecter un parc Linux à un autre parc d'Active Directory. Ça tombe bien, j'ai fait ça pour mes clients pendant plus de 6 ans. D'accord? Donc voilà, on va se servir de box, on appelle ça des box, mais chaque machine c'est une box et des fois ça va être des jump box, on va sauter dessus, ça va nous servir de rebond et parfois il y a aussi les POS. Les POS, je t'ai expliqué, c'est les point of sales, c'est des terminaux qui sont reliés à toute l'architecture, parfois des ERP, tout ça. Et je te dis, quand tu vas chez Sephora, t'as ta vendeuse qui te dit tu veux acheter tel parfum, et elle est sur son iPad et tu vois, et elle passe ta commande sans passer par le TPE. Tu vois, la caisse enregistreuse. Mais le point of sale, c'est relié au TPE. Le TPE est relié à un back-end. Tu vois, donc tout ça, c'est comme ça que parfois on peut pirater malheureusement des entreprises. D'accord? Donc il faut en être conscient. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? La conscience de la situation. Dans l'armée, dérivé dans le monde cyber, je vous en parle tout le temps, le fameux situational awareness. D'accord? Alors, je vais développer un peu, je vous en avais déjà parlé, mais une fois qu'une cible a été compromise, qu'on a notre gain d'accès initial, c'est une petite partie de l'engagement. D'accord? J'ai pas assez d'informations sur la cible. Donc, je dois récupérer assez d'informations pour comprendre l'environnement et ça passe par cette phase de recueil d'informations. D'accord?
Et en plus, j'ai de la dextérité, j'ai de l'expérience, j'ai fait d'autres engagements, j'ai travaillé pour d'autres clients, j'ai vu quoi, d'autres infrastructures. Eh ben, c'est mon expérience passée qui va conditionner aussi quoi, mes techniques d'attaque futures, ce que je vais voir. D'accord? Toute expérience est bonne à prendre. Hein, vous dites pas, bah là, je suis en train d'auditer telle boîte, alors eux, sur tel site, c'était la même chose. Non, pense à d'autres clients. Tu vas respecter les NDA, les droits de non-divulgation, mais comme tu es à peu près bien câblé, tu sais que dans ta tête, tu te dis, ah putain, mais chez un autre client, j'avais vu un délire comme ça, est-ce qu'on pourrait pas lui caler ce type d'attaque? Tu vois? Et encore une fois, réduire au maximum ton empreinte au sein du réseau, ton empreinte opérationnelle. Donc, on en revient à la composante de furtivité. Alors, les parent PID spoofing, hein, on a des techniques d'évasion qui sont pas utilisées au niveau de l'exécution initiale, mais qu'on va essayer d'utiliser dès que possible. D'accord? Naturellement, vous savez, côté Blue Team, il y a un SIEM, il y aura des SOC, d'accord? Il y aura des solutions de défense automatisées, d'accord? Et bah, elles essayent de te griller. Elles vont essayer de spotter quoi? De détecter des choses pas très cathodiques. Hein? Cathodique, je sais plus. Hein, tu t'iras chercher sur Internet. Plus sérieusement. Donc pareil, processus parent, enfant, est-ce qu'il y aurait pas des artefacts? Est-ce qu'il y aurait pas des anomalies? Est-ce qu'il y aurait pas des IO6, des indicateurs de compromission? Bah, c'est ce que vont chercher les bleus. Et toi, tu laisses des artefacts en tant que rouge. Ils vont essayer de te faire la nique, de te détecter. C'est normal, c'est leur boulot. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, PowerShell, je te dis, c'était super, ça allait de moins en moins, où il va falloir utiliser certaines commandes pour abuser, d'accord? Abuser du PowerShell, c'est un art, puis il faut savoir offusquer, d'accord? Et je t'ai dit que le PowerShell est de plus en plus surveillé. Mais malheureusement, avec de l'ingénierie sociale, tu fais un petit IEX, on va appeler notre classe web client, on va pouvoir faire un appel distant vers notre serveur de command and control, ou même télécharger un script de GitHub, et ça va venir l'exécuter en mémoire. Ça le télécharge et ça l'exécute en mémoire. En plus, on fait du fileless. D'accord? On n'écrit pas sur le disque dur. Donc, tu as bien compris que, naturellement, si tu commences à faire des trucs de dingue dans des départements où je t'ai dit, ma tante Janine, elle travaille à la bureautique, d'accord? Ils vont se dire, mais tante Janine, jamais elle rentre des commandes comme ça, PowerShell de dingue, sur sa machine. On l'a jamais vu faire. C'est la première fois. Et en plus, elle a passé des commandes et il était 2h du matin. Elle était chez elle en train de dormir. C'était un samedi soir. Et ben là, t'as bien compris que l'équipe de garde au SOC, ils vont, voilà. Il va y avoir une gestion de crise. On va se dire, putain, on est en train de se faire pouner, là. Il se passe des choses. Il y a une APT. D'accord? Encore une fois, je te donne des exemples à la con, mais que tu comprennes bien. Donc, comment abuser de PowerShell? Très, très bonne question. Quelques petites clés de registre, je te laisserai chercher. Je dis ça, je dis rien. Identifier quoi? Les logins au sein de PowerShell? On va aller voir. On va jeter un petit coup d'œil. Script block login, module login, transcription. Qu'est-ce que je peux faire? On va jouer, encore une fois, sur les CLR, c'est ce qu'on appelle le Command Language Runtime, et on va abuser du CLR pour faire des appels. Vous avez, pareil, sous les yeux, je vais vite, parce qu'on a bientôt fini, et là j'en ai marre, parce que j'ai passé 10 heures à vous faire ces 3 vidéos. Non, je déconne. Donc, WMI, et le WMIC, le Command Line, et ça veut dire quoi? Ça veut dire Windows Management Instrumentation, je t'en avais déjà parlé, ça va nous permettre de récupérer des informations. Mais fais gaffe, le WMI, s'ils sont bons, ils ont bien compris que moi je le désinstalle sur ma machine, je te le dis tout de suite. D'accord? Attendez, excusez-moi, je suis en train de me faire ficher en temps réel. J'ai pas de compte à la BNP, fils de pute. Qu'est-ce que tu m'envoies? Un lien. Putain, j'ai failli cliquer dessus, quoi. Putain, j'aurais été comme tante Janine à la comptabilité. Putain, je vous parle de hacking et on est en train de me hacker en live. Putain, ce monde est de plus en plus dangereux. J'en peux plus. Je me suis fait carjacker, maman. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Donc, WMIC, là, t'as quoi? Quelques commandes. Be familiar with the alias, information about the OS, and available volume. Pareil, on continue. Je sais pas tout lire, tu mettras sur pause. Encore une fois, information gathering via le WMI.
toujours get w object en PowerShell. Je vais récupérer les informations et j'ai des classes. Au sein de ces classes, je vais pouvoir faire de la reconnaissance dite offensive. Produit antivirus? Ah ouais. On serait pas sur une machine virtuelle par hasard? Dans un sandbox? Ah oui. Ah ouais, je pense, hein. Au vu de la RAM, au vu du nombre de processeurs logiques, etc. WMI, hein, quoi? Network adaptateur, VM BIOS, VM Tools. Ah ouais, je suis peut-être dans un sandboxing, hein. Je suis peut-être dans un honeypot même, hein, j'ai envie de dire. Mais ça, faut que j'en sois conscient. Sealbelt, je vous l'avais déjà présenté, je vous redirige vers mes vidéos. C'est un projet en C# qui va permettre de faire des règles, comment dire, un point sur les règles de sécurité, hein, les safety checks, comme disent les Américains. Donc, on va faire une enquête, hein, sur les machines et puis on va pouvoir voir de deux perspectives, encore une fois, dichotomie entre l'offensif rouge et le défensif bleu. Chacun a ses perspectives en termes de sécurité. Il y en a un qui veut attaquer et il y en a un autre qui veut défendre. D'accord? Donc ça, on a toute une panoplie d'informations, de collecte d'informations et on va récupérer un peu plus de ressources, tout ce qui est informations et ressources sur l'architecture, sur la machine qui est visée. D'accord? Donc pareil, on a pour notre situational awareness, on a quelques checks, hein, le token group privs, USC system policies, le PowerShell settings, audit settings, WEF settings, sysmon config, etc. Pareil, hein, je vous mettrai sur pause. Antivirus, ça peut être intéressant. Firewall rules, lapse, intéressant. Patch, ouais, intéressant. D'accord? Tout ça, ça contribue à une meilleure connaissance de la situation. Voilà ces 3 vidéos. Hein, c'était pour te former là-dessus. Enfin, tenter de te former. Donc pareil, je vous mettrai des liens. Si les liens sont morts, allez chercher ailleurs. Vous êtes grands, vous n'êtes pas des enfants. Attendez pas que je vous prenne par la main. Moi, personne m'a pris par la main. J'attends qu'il y ait une femme qui me prenne par la main, puisque l'ancienne qui me prenait par la main, elle est partie. Et voilà, s'il y a des femmes sur cette chaîne, sachez que je suis un cœur à prendre. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous le savez. Donc voilà, je vous mettrai toutes les ressources plus sérieusement et ça conclut cette petite partie sur l'énumération, comprendre un peu l'Active Directory, la reconnaissance, comment ça me permet de pivoter, de faire du mouvement latéral, d'accord, et partir des prémices, accéder à quoi? Au domaine, admin, le plus haut Graal, à partir de mon Kali Linux, d'accord, en touchant à tout, au compte, aux utilisateurs, privilégiés ou non, et je dois trouver mon chemin d'attaque en analysant les ACL pour devenir domaine admin ou enterprise admin, d'accord? Pour pouvoir compromettre le contrôleur de domaine. Et après, c'est fini, je fais mon rapport et je suis riche. Au revoir, ciao, bonne soirée, à bientôt, passez un beau week-end, ciao.